La Seconde Guerre mondiale a toujours été une source d'inspiration majeure pour les œuvres en général. Sans surprise, le manga et l'animation japonaise ont donc eu leur lot d'œuvres sur le sujet. Mais pourtant, à l'époque, l'humeur était plutôt à la propagande. Du dessin animé aux comics américains, la propagande de guerre était partout durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez certainement dû entendre parler du duel entre Captain America et Adolf Hitler. Et Superman s'est également prêté au jeu. Mais à cette époque, les dessins animés étaient également mobilisés dans cette campagne. Du côté de Disney, on découvrait Donald qui se retrouvait malgré lui dans un camp militaire nazi afin de dénoncer la dictature allemande. Du côté de la Warner, on diffusait des spots animés mettant en scène des soldats japonais idiots, aux grosses lèvres, aux regards méchants et aux tendances suicidaires. Et on avait également droit à Popeye affrontant des Japonais, accompagné de tout un arsenal de symboliques afin d'appuyer la volonté américaine de partir en guerre face au Japon. Du côté des Japonais, l'humeur est aussi à la propagande de guerre. Son premier animé de l'histoire, Momotaro Umi no Shinpei, visait à inciter les Japonais à se préparer à l'effort de guerre et à résister face à l'envahisseur. Au début même de l'histoire de l'animation japonaise, la Seconde Guerre mondiale était donc au premier plan. Mais voilà, la guerre s'achève en 1945 et la paix laisse place à des œuvres plus libres d'expression. La Seconde Guerre mondiale aura donc inspiré un grand nombre d'œuvres en tout genre à travers chaque nation, et le Japon n'échappera pas à la règle. Évoluant dans une approche plus grand public, le premier film de Godzilla d'Ichiro Honda visait à dénoncer métaphoriquement l'horreur de la guerre et des armes atomiques. La suite, on la connaît, Godzilla donnera naissance au genre du Kaiju Eiga, qui à son tour inspira le genre du Tokusatsu. Dans la gamme des mangas, on retrouve Soldat de sable de Iga Susumu, un one-shot visant à dénoncer la folie de la guerre. Dans une autre approche, Opération Meurtre de Shigeru Mizuki met directement en scène le conflit du côté des soldats japonais et joue sur le contraste entre des dessins caricaturaux et expédiés et des dessins plus détaillés dans des plans d'ensemble poignants pour marquer la violence des conflits. Une idée qui est possiblement inspirée de la mise en scène des bandes dessinées sur la guerre de Tardy. Ensuite, scénarisé par Ikki Kajiwara, l'auteur des cultissimes Tiger Mask et Ashita no Joe, et dessiné par Kazuo Kamimura, une femme de Showa traite de l'après-guerre et met en scène une femme contrainte de voler pour survivre. Mais un an avant la sortie d'une femme de Showa, l'auteur Kazuo Kamimura avait déjà traité le sujet de la vie civile pendant et après la Seconde Guerre mondiale, avec sa série en 3 tomes, La Plaine du Kanto. Dans cette dernière, Kamimura fait le récit d'un apprentissage de la vie dans la violence et les histoires de mœurs, à une époque où le Japon peine encore à guérir ses cicatrices de guerre. On peut également noter des classiques comme Gen d'Hiroshima, traitant du traumatisme de la bombe atomique, ou encore Les 3 Adolphes d'Osamu Tezuka, parlant d'avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, dans un thriller fictif mettant en scène le sabotage d'une enquête visant à prouver les racines juives d'Adolf Hitler. Pour revenir sur l'animation japonaise, je vous ai déjà parlé du Tombeau des Lucioles, pas besoin de vous le représenter, mais si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur le sujet et que ça vous intéresse, je vous la laisse là. Par contre, je peux vous parler de Rale of the Star. C'est plus ou moins dans la veine du Tombeau des Lucioles, mais dans une approche différente. Mais cette fois, on oublie le Japon pour se concentrer sur la Corée et son occupation par l'armée japonaise. Le film se concentre avec plus de légèreté que le Tombeau des Lucioles sur les groupes d'exilés et sur leur vie avant d'être confrontés directement à la guerre. Parmi les gros morceaux de l'animation sur la Seconde Guerre mondiale, The Cockpit est un OAV en 3 épisodes scénarisé par Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, Space Battleship Yamato et de Queen Emeraldas, et a été réalisé par 3 personnes différentes dans 3 studios différents. Donc chaque épisode propose une vision variée de la guerre. Alors avant de se plonger dans ce qui fait la force de The Cockpit, il faut se concentrer sur le principal intéressé ici, Leiji Matsumoto. Il faut savoir qu'avec lui, on peut s'attendre à absolument tout. Ses œuvres, en plus d'être très variées, tournent rarement autour du pot. Avec ces dernières, Leiji Matsumoto parle avec simplicité de propos philosophiques sur la vie et la société en général, et il le fait sans tabou ni concession. Absolument tout est possible avec lui. Leiji, c'est le genre à te proposer une histoire mature mais calme et posée avec l'anneau des Nibelungen, et qui peut faire de même avec Galaxy Express 999, mais avec une histoire de meurtre et de folie humaine presque à chaque arrêt de train pour bien plomber l'ambiance, et qui peut enchaîner sur un traité de morale pessimiste dans une banalité tout à fait assumée en parlant d'histoires de sexe, de meurtre, de viol et d'anarchie dans 24 histoires d'un temps lointain. Et mieux encore, il te troll en finissant son œuvre sur la destruction de toute chose par la faute d'un coup de tête d'un personnage tout simplement abruti. Non, vraiment, tout est possible avec lui. En plus de ça, il est le fils d'un ancien pilote de l'Air Force japonaise. Il nous parle donc en connaissance de cause d'un sujet qui lui est proche.
The Cockpit est l'un des travaux d'animation majeurs sur la Seconde Guerre mondiale. D'une part, il s'agit d'un animé extrêmement bien réalisé pour l'époque de sa sortie, à savoir en 93. Et pour de l'animation en celluloïd, le visuel et le rendu sont vraiment très soignés. Grâce à l'animation et à la mise en scène, on arrive à accentuer une simple scène de dialogue, évoluant sur une scène de tension due à la peur de la guerre. Et on arrive à en faire davantage avec des scènes de bataille cuisantes et très détaillées, jusqu'à nous permettre de lire la peur dans le regard des pilotes. Mais ces 3 épisodes de l'OAV ne s'attardent pas seulement sur de simples pilotes et sur les soldats, ils s'intéressent également au point de vue des kamikazes japonais, et nous font vivre la tension qui les habite jusqu'à la fin de leur tâche. Mais mieux encore, on arrive à traiter tous ces éléments avec un point de vue très humain, et sans tomber dans la facilité d'une histoire manichéenne. C'est un véritable témoignage animé fait avec le cœur. Franchement, allez voir The Cockpit, c'est vraiment un travail faramineux de A à Z. On peut également citer le manga Dans un recoin de ce monde, qui a été récemment adapté en film, et dont l'animation originale rend parfaitement hommage à l'œuvre de base. Avec douceur, on y fait le récit détaillé du quotidien d'une femme au foyer japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Mais mieux encore, ce récit du quotidien est riche en enseignements, et s'il n'y avait pas quelques éléments pour nous le rappeler froidement, on oublierait presque que nous sommes en guerre. L'histoire s'éloigne des histoires de mœurs et de violence que je viens de citer pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus léger et plus poétique. Le dessin ample, doux et simple sert justement à appuyer cette volonté, et il en va de même pour le choix des couleurs douces et pâles du long métrage. Bref, Dans un recoin de ce monde est une très belle preuve qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'une œuvre s'imprègne de violence et de désordre pour parler de la guerre. Cependant, le contexte l'oblige, il y aura quand même certaines scènes crues dont des scènes de bombardement. Mais fort heureusement pour l'œuvre, ça ne prendra pas pour autant la majeure partie du manga. Du même auteur, Kono Fumio, on peut également lire Le Pays des Cerisiers, qui parle également de l'après-guerre avec autant de légèreté et de finesse. Mais surtout, Le Pays des Cerisiers est un récit poignant, témoignant de l'importance de la vie et de la nécessité d'oublier la guerre pour mieux se reconstruire. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le manga Dans un recoin de ce monde, je vous reconseille fortement la vidéo d'SMC Manga à la carte sur le sujet. Je vous laisse le lien juste là, et n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bref, il y a encore énormément d'œuvres traitant de la Seconde Guerre mondiale dans le paysage du manga et de l'animation japonaise. Je pourrais bien sûr vous parler de l'adaptation animée du journal d'Anne Frank, ou encore Le vent se lève d'Hayao Miyazaki, ou bien d'Ashita Genki Ninare, etc. Mais vous avez au moins l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est que la Seconde Guerre mondiale reste le théâtre de tous les possibles dans le paysage audiovisuel japonais, et que malgré son atrocité, elle aura au moins permis de donner naissance à de véritables chefs-d'œuvre, prouvant qu'il existe des dizaines de façons de traiter différemment d'un même sujet. Mais bref, tout ça pour dire que quoi qu'on en dise, même les œuvres d'animation les plus anodines peuvent avoir une portée philosophique ou un message politique. Le tout, c'est de rester attentif à la mise en scène et au traitement des thèmes abordés dans les œuvres que vous regardez pour vous en rendre compte. La question n'est pas de savoir s'il y a un message ou non, mais bien de connaître sa valeur et de savoir quoi en faire.